tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle plénière de la Cour constitutionnelle. Vous aurez des amples détails dans ce journal. Et à l'international, le Nigeria, qui est le premier marché de l'huile rouge en Afrique, souhaite améliorer sa production. Deux amples détails, vous l'aurez dans ce journal. Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Commençons cette information avec cette brève. Le président Félix Tshisekedi a participé ce mercredi soir à Beijing au traditionnel banquet d'ouverture du forum sur la coopération Chine-Afrique FOCAC offert par le président Xi Jinping. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Le 9e FOCAC, qui se tient du 4 au 6 septembre, est une plateforme de promotion de relations entre l'Afrique et la Chine. Ces assises visent à élargir le terrain d'entente, renforcer l'amitié et promouvoir la coopération sinon africaine. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa, suivie de certaines mesures et allégations du vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle. Le bureau du CSM rejette le propos du vice-ministre de la Justice qui accuse le magistrat d'être responsable de la tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa. Suivez cet élément. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander aux magistrats de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'État de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Restons dans le même chapitre après que le vice-ministre de la Justice ait chargé le magistrat autour de la tentative d'évasion à la prison de Makala. Certains professionnels du droit renvoient le ministère de la Justice et le magistrat dos à dos. Maître Gauthier Moussiana, avocat au barreau de Matete, estime que la crise actuelle dans les secteurs de la justice, la responsabilité est partagée. Il s'exprime au micro de Rachel Misenga et de Stanis Samba. Je peux lui donner raison en partie. Parce que, d'ailleurs, pour la première chose, c'est que les magistrats, dans la mission qui lui est assignée, instruisent à charge et à décharge.
Lorsque on porte plainte comme une personne déterminée, vous avez entendu la personne, vous les avez confrontés avec son accusateur, si on peut l'appeler ainsi, ou la partie plaignante, vous appréciez. Si vous estimez que les faits là ne sont pas vraiment nuisibles, ou les faits ne constituent pas une infraction grave, peut être une infraction ou des faits bénins, le magistrat, il a aussi ses devoirs de conseiller et de renvoyer les parties pour qu'il y ait la paix sociale. Le magistrat n'est pas forcément obligé d'envoyer quelqu'un en prison. Les surpeuplements, vraiment nous tous, nous nous en plaignons parce que lorsque nous allons au parquet pour suivre les dossiers, nous sommes parfois surpris que même lorsque les faits ne sont pas établis ou lorsqu'il y a des faits bénins, au lieu que le magistrat puisse renvoyer et appeler quelqu'un comme la loi le prévoit à toute réquisition pour essayer de lui prodiguer conseil, essayer de l'amener à changer son comportement, les magistrats aujourd'hui n'instruisent qu'à charge. Parce que le seul objectif, c'est de se faire un peu d'argent derrière chaque dossier. Je lui donne raison en partie. De l'autre côté également, je ne lui donne pas raison parce que le ministre ne pouvait pas tenir un tel langage en tant que responsable parce que beaucoup d'éléments entrent en ligne de compte par rapport à notre justice. Il prend un arrêté interministériel où il augmente les frais de justice. Alors qu'il y a des infractions qui se commettent tout le jour. Donc une personne victime d'une infraction ne va pas saisir la justice. La justice devient une affaire de fort. Lorsque vous prenez par exemple les consignations de $50 pour quelqu'un qui est dans les fins fonds de Bandundu du Kasaï, qui est mal payé, qui ne travaille pas, voyez-vous, comment va-t-il se faire justice ou obtenir justice alors il est incapable de payer $50 de consignation? Voyez-vous, comment quelqu'un qui perd au premier degré va aller payer $100 en appel? Ou quelqu'un qui vient accuser pour avoir été victime d'une infraction, vous lui demandez de payer. Par exemple, lorsqu'on postule pour $5000, vous lui demandez de payer déjà 2% de cet argent. Où est-ce qu'il va trouver ça? Donc, monsieur le ministre, commencez par régler cette question de frais de justice. C'est contraire même à la loi. Parce que la loi dit que la justice est gratuite. Mais lorsque on veut prôner un état de droit, lorsqu'on veut condamner les magistrats parce que ils envoient beaucoup de gens en prison, mais qu'est-ce que lui fait de la gratuité de la justice prônée par la loi? Pour en parler sur ce plateau, dans ce journal, nous avons un intervenant. Il s'agit de Domomat, journaliste à Géopolis Télévision. Bonsoir Domomat. Bonsoir Madame Maryse. Alors dites-nous, existe-t-il une guéguerre entre le ministère de la Justice et les magistrats? Alors très rapidement pour répondre à votre question, souvenez-vous d'abord que premièrement, le président de la République avait déclaré que le Congo avait une justice malade. Oui. Et en nommant M. Constant Moutamba, le ministre, ces derniers, passe aujourd'hui pour le médecin de cette justice malade. Oui. Et donc, après qu'il ait établi son diagnostic, l'un des grands mots dont souffrirait notre justice pour l'actuel ministre, c'est le corps de magistrats, ou du moins une partie de magistrats. Et vous avez vu qu'il a déployé un certain nombre de mesures depuis son arrivée. Il a notamment instauré il a instauré entre autres des tribunes populaires où les gens viennent pour dénoncer les abus de la justice. Il a aujourd'hui ordonné à ce que le frais de la justice soit payé par la banque pour éviter la corruption. Exactement. Il a pris beaucoup de mesures pour essayer de guérir ou de soigner cette justice en s'attaquant aux magistrats. Et les magistrats, en contrepartie, à un certain moment, ont dit non, monsieur le ministre, vous venez avec des discours populistes, vous venez avec des discours parfois même outrageants, mettant même en danger nos vies. Les magistrats ne sont pas le seul responsable de cette justice malade. Et il y a eu une réunion entre le ministre, rappelez-vous, le 22 août, entre le ministre et les corps de magistrats, et on a semblé trouver une certaine accalmie. Malheureusement, cette accalmie, ce climat de paix qui s'instaurait entre les deux camps, a été malheureusement perturbé
par la tentative d'évasion qui est intervenue dans la nuit du dimanche au lundi. Et là, vous l'avez suivi, le vice-ministre de la Justice s'est pointé et sans beaucoup de réflexion a directement pointé du doigt les magistrats comme étant les seuls responsables de l'évasion. Et il est allé plus loin en prenant une note circulaire qui interdit, dans les contextes qui est les nôtres, que le magistrat n'opère plus le transfèrement des détenus suspects vers la prison centrale de Makala ou d'Indolo. C'est cette sortie précipitée, non contrôlée du vice-ministre de la Justice et une note circulaire prise un peu sous émotion plutôt que sur la réflexion, voilà qui a conduit à remonter à la surface cette crise qui existait, que tout le monde sait, qui existe aujourd'hui entre le ministère de la Justice et le corps des magistrats. Et dans cette cacophonie entre les deux pouvoirs, qui part pour être perdant? Alors, il n'y aura pas des perdants en tout cas, que ce soit du côté du ministère de la Justice ou du côté du corps de magistrats. Le plus grand perdant dans cette crise, ça sera la population. Hein, n'est-ce pas? Vous connaissez sans doute ces proverbes qui disent « Lorsque deux éléphants se battent, eh bien, ce sont les herbes qui en pâtissent. » Et donc, c'est la population qui va en pâtir. Vous avez par exemple suivi là tout à l'heure l'avocat qui intervenait et qui dit aujourd'hui, dans le cadre de la réforme de la justice, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a augmenté les frais de consignation. Les frais pour que votre dossier soit traité et tout à la justice, là on paye $10, on paye $50, on paye $100, alors que la population est paupérisée. Et donc tout ça au finish risque tout simplement d'impacter négativement la population plutôt que de servir à cette population. C'est comme ça que, comme on l'a relevé tout à l'heure dans le premier propos que vous avez passé de magistrat, il est important que ces cadres de concertation-là servent vraiment à quelque chose, notamment au dialogue entre le ministre de la Justice et les corps de magistrats, pour qu'ils trouvent des compromis pour justement soigner la justice. Cela ne nécessite pas qu'un médecin soit à côté et les autres malades. Le médecin a besoin d'accompagnement des infirmiers et même des spécialistes qui sont des magistrats pour mener à bout son traitement. Et c'est ce qu'il faut avec les cadres de concertation, ministère de la Justice et magistrats. Les deux doivent travailler ensemble, main dans la main, pour soigner la justice et non séparément. Pour soigner la justice, ils doivent se tenir main dans la main. Ce sont les derniers mots de Domomat. Merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons ce journal avec cette brève. Selon un communiqué du numéro 31 du cabinet du ministère de la Justice en date du 2 septembre 2024, la police scientifique a constaté que le bureau et l'antichambre du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, ont fait l'objet d'un empoisonnement. Plusieurs découvertes, notamment de la poudre blanche répandue à plusieurs endroits. Voilà, poursuivons ce journal. L'Union européenne s'implique davantage dans le processus du retour de la paix en Ituri. Son ambassadeur en République démocratique du Congo a rencontré hier le gouverneur militaire de cette province sous état de siège et les deux personnalités ont discuté sur la possibilité de mettre en œuvre un projet d'appui à la justice. Des amples détails dans cet élément de la presse de l'Ituri. Cette deuxième mission de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC sur le sol iturien sous état de siège vient confirmer l'implication de l'Union européenne à appuyer les efforts de paix consentis par l'administration militaire. Depuis ma première visite, moi j'ai exprimé que pour l'Union européenne, la province de l'Ituri serait une priorité. Demain, on va sur un projet d'appui à la réforme de la sécurité de la justice. On va avoir l'opportunité de donner visibilité à quelques travaux et quelques équipements qui vont être livrés à la province de l'Ituri. Cependant, les efforts de paix conjugués par les gouvernements provinciaux de l'Ituri a une fois de plus marqué l'attention de Berlanga Martinez. Je peux voir depuis ma dernière visite qu'il y a eu des progrès dans le sens de
récupérer de l'espace en faveur de l'État, des institutions de l'État, des institutions provinciales. Et dans ce sens, on ne peut que féliciter et remercier les efforts des forces armées, de la police et des communautés en faveur de cette recherche de la paix. Cette occasion, le numéro 1 de l'Union européenne en RDC en a profité pour interpeller la conscience de la population itourienne sur les violences faites contre les femmes, un fléau qui ronge la partie est du pays. Dans les efforts déjà énormes qui font les institutions provinciales, je voudrais faire un appel à la conscience citoyenne en faveur de la lutte contre ces violences contre les femmes. Il faut le dire, depuis un certain temps, le constate de plus en plus la présence de partenaires d'État et du gouvernement congolais en Ituri, un indicateur important de l'attention de la communauté internationale sur cette province qui voit l'espoir d'un avenir meilleur naître seulement grâce à l'état de siège sous le leadership du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni qui applique sans faille la vision du chef de l'État, Félix. À présent, parlons économie. En prélude du Forum économique Chine-Afrique, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a mis en lumière lors du Forum RDC-Chine les nombreuses opportunités d'investissement que possède le pays de Lumumba, dirigé par son DGAI, le professeur Bruno Chibangu Kabashi. Une délégation de l'ANAPI a pris part à cette première édition organisée à Beijing du lundi 2 au mardi 3 septembre 2024. Le numéro 1 de l'agence conseil du gouvernement en matière de climat des affaires a profité de cette tribune d'expression mondiale pour présenter aux investisseurs chinois les nombreux atouts dont dispose la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs économiques. De amples détails avec Dieudonné Bonali. Dans le cadre des missions statutaires lui dévolues, l'ANAPI, au travers de son directeur général, le professeur Bruno Chibangu Kabashi, a pris part active au Forum Chine-Afrique qui s'est tenu du 2 au 3 septembre 2024 à Beijing, capitale de la République populaire de Chine. Devant plusieurs investisseurs chinois, le DG de l'ANAPI s'est longuement étendu sur les avancées enregistrées par la RDC en matière du climat des affaires, dont Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en est le champion. Pour suivre de près cette question d'assainissement du climat des affaires, le président de la RDC a créé la cellule du climat des affaires. Je vais aborder directement le point sur le climat des affaires. Et le climat des affaires, je vais d'abord vous annoncer que c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui en est le champion en République démocratique du Congo et il est aussi le champion de la promotion des investissements en République démocratique du Congo. Vous allez le constater, c'est lui-même le champion, je le disais, parce que à ses côtés, donc dans la présidence de la République, il y a déjà une cellule de climat des affaires qui est déjà à ses côtés, juste pour lui permettre de suivre la situation, l'évolution de l'assainissement du climat des affaires dans notre pays. Au travers du dialogue public-privé institué, la RDC a opéré diverses réformes phares relatives, entre autres, à la fiscalité intérieure, à la libéralisation de plusieurs secteurs de l'économie nationale. Le DG de l'ANAPI a également mis en lumière les nombreuses opportunités d'investissement au pays. Les climat des affaires chez nous, en République démocratique du Congo, grand et beau pays, a une réglementation que vous voyez là-bas. Nous avons déjà les ordonnances de loi, des codes et beaucoup d'autres instruments qui nous permettent cette fois-là d'assainir les climats des affaires afin que vous, les investisseurs que vous êtes, vous veniez travailler dans les conditions normales, dans les conditions productives pour que vous et nous puissions en bénéficier. Dans la foulée, le DGAI de l'ANAPI a, au cours de ses panels sur le climat des affaires, présenté le cadre légal, réglementaire et institutionnel garantissant la sécurité des investissements étrangers en RDC. Avant de clore son propos, le DGAI de l'ANAPI a brillamment démontré aux investisseurs chinois, aux potentiels partenaires ainsi qu'aux officiels présents que la RDC est plus que jamais prête à accueillir et soutenir les investissements de tout type de projets.
Les victimes de l'incendie qui a causé d'énormes dégâts matériels au marché de la Liberté dans le pavillon 5 dans la nuit du 24 au 25 août dernier ont bénéficié en urgence d'une aide financière du gouvernement central. Au total, 290 vendeurs ont été reçus au cours d'une cérémonie qui s'est tenue ce mardi 3 septembre 2024 au jardin de Premier à la Primature. Cette intervention du gouvernement a pour objectif de leur permettre de subvenir aux besoins de leurs ménages pendant cette période de la rentrée scolaire. Suivez cet élément. Au cours d'une cérémonie tenue mardi 3 septembre 2024 au Jardin des Premiers à la Primature, le gouvernement de la République vient de concrétiser sa promesse. Il a octroyé une aide financière aux 290 vendeurs victimes de l'incendie qui a consumé le pavillon 5 du marché de la Liberté de la commune de Massina la nuit du 24 au 25 août dernier. Cette aide financière aux vendeurs est un ouf de soulagement pour eux, rempli de joie. Ces derniers ont exprimé leur profonde reconnaissance. Ils ont en plus salué l'action de l'exécutif national. Merci na gouvernement Oyo. Merci na président, merci na maman ministre. Parce que loko maman ministre sali tondima kité. Ba doute ezala ke kozala solo be kozala lukuta. Mais maman l'axi pa kazali maman atali biso pena pona moment ope bana classe. Asungi biso pena alongoli pena ba poto tozaki na mitema a promettre ki biso ke akosunga biso na moi quelque chose accompagner biso compatir longo na biso et tomoni yango a réaliser yango lelo. Cette intervention du gouvernement a pour objectif de leur permettre de subvenir aux besoins de leur ménage pendant cette période de la rentrée scolaire. La chef du gouvernement a par ailleurs exigé la liste définitive en vue de s'assurer des vrais sinistrés qui doivent bénéficier de l'aide gouvernementale. Pour ce faire, une commission avait été mise sur pied pour élaborer la liste définitive de tous les sinistrés qui ont effectivement perdu leurs biens à la suite de l'incendie. Autre mission assignée à cette commission, c'est l'évaluation des pertes en marchandises et autres matériels en vue d'envisager une indemnisation comme soutien à la reprise des activités. Il sera également question de répondre de manière structurelle à travers la mise en place d'une commission interinstitutionnelle chargée de la problématique de modernisation des marchés des agglomérations du pays. En sport, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, annonce que son équipe va démarrer les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec sérieux pour être à l'abri de surprises. Dans un entretien, les sélectionneurs et managers des Léopards de la RDC est resté très méfiant et optimiste avant ces deux rencontres. Blaise Kouzola nous en dit plus. La campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025 débute ce week-end et les Léopards de la RDC sont déjà concernés par le premier match prévu le vendredi 6 septembre prochain contre la Guinée à Kinshasa au stade de Martyrs avant d'enchaîner 3 jours plus tard à Dar es Salaam contre l'Éthiopie. Pour disputer ce match, Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale congolaise, a fait le point sur la situation de son groupe, rappelant quelques éléments du passé tout en affichant les ambitions des Léopards dans cette campagne qui s'étend sur les 3 prochains mois. C'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en 2 parties, les qualifications qui vont se faire en 3 mois en fait. Donc nous, on aborde comme une compétition, toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On va avoir des adversaires qui sont difficiles devant nous. Comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. S'agissant de son effectif, le coach français estime qu'il y a une suite logique respectée dans le travail mis en place depuis 2022 et qui consiste à étoffer l'ossature par des éléments de qualité dans quelques postes pour apporter du renfort. Dans le cas échéant, 3 jeunes milieux de terrain ont rejoint le groupe. Il s'agit de Ngalael Mukaou, Noah Sadiki et Nathanaël Mboko. Le poste de gardien de but dépendra de la forme actuelle de chacun de portiers, au vu notamment de l'expérience au sein de la sélection, précise Sébastien Desabre. Le poste de gardien de but est au même titre que c'est des joueurs, c'est-à-dire que ça dépend de la forme, peut-être de la forme des joueurs, aussi de la
on va dire, de ce que le joueur a apporté également à la sélection. Donc c'est une réflexion qui est globale. Dans ce poste-là, on a la chance d'avoir trois bons gardiens. Je pense qu'on est monté en value sur ces postes par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. On prépare également un 4e gardien qui est Joas Kabamba, qui n'est pas dans ce regroupement, mais qui a déjà un peu d'expérience avec l'équipe nationale. Donc le choix sera fait avant le match, bien entendu, et vous le saurez. Mais tous les joueurs savent qu'en sélection de la RDC, les places sont chères dans les 23. Et puis également sur le 11, mais on a la chance d'avoir des joueurs qui sont extrêmement professionnels et motivés. Une première séance d'entraînement de l'équipe nationale a eu lieu mardi dernier au stade des Martyrs avec un grand nombre de joueurs en attendant l'arrivée du dernier contingent ce mercredi. La dite séance a été précédée par une partie de décrassage dans la salle de gym de l'hôtel Hilton où ils ont placé leur quartier général. L'information ne s'arrête pas ici, Madame, Monsieur, traversons les frontières avec la page internationale. Le Nigeria est le premier marché de l'huile de palme en Afrique, le pays qui est également le premier producteur de cette denrée sur le continent souhaite améliorer sa production pour réduire davantage sa dépendance aux importations. Suivez. Au Nigeria, l'Association nationale de producteurs de palme et l'Association indonésienne de l'huile de palme ont récemment signé un protocole d'accord à Abuja. Selon les informations relayées par les quotidiens locaux The Guardian le 31 août dernier, cet accord vise notamment à stimuler l'industrie de l'huile de palme dans les 2 pays. Pour la partie nigériane, l'initiative devait permettre d'accroître la production d'huile de palme et les revenus des agriculteurs. Pour rappel, le Nigeria est le 5e producteur mondial d'huile de palme derrière l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et la Colombie. D'après les départements américains de l'agriculture, USDA, les pays devraient importer 22% de sa consommation qui est attendue à plus de 1,9 million de tonnes en 2024-2025. En Namibie, le projet Caribib de l'Epidiso peut générer plus d'1 milliard de dollars de revenus en 19 ans. Dans un contexte de baisse de prix de lithium, la compagnie cherche à maximiser la valeur du projet pour ses actionnaires et envisage divers scénarios allant jusqu'à la vente de l'actif. Suivez ses propos. L'Australien Lepidico a engagé le cabinet Jeffrey International comme conseiller financier exclusif en vue de maximiser la valeur de son projet de lithium Caribib en Namibie. Selon un communiqué publié le 2 septembre, cette maximisation de la valeur peut inclure la vente du projet ou la réduction de la participation de Lepidico dans Caribib. La compagnie australienne s'attend à recevoir des propositions contraignantes pour 2024. Les partenaires potentiels incluent des fonds d'investissement et des sociétés cotées en bourse ou non qui peuvent être intéressés par des projets de lithium en roche dure comme Caribib. Ces derniers ont les potentiels pour livrer 79 600 tonnes d'hydroxyde de lithium sur une durée de vie de 19 ans avec des revenus totaux évalués à 1,6 milliard de dollars. L'Epidico n'a pas expliqué les raisons justifiant la décision d'attirer de nouveaux investisseurs sur le développement du projet. Bien que la compagnie ait réaffirmé sa volonté de poursuivre le développement de Caribib, la vente envisagée intervient dans un contexte de ralentissement du marché mondial du lithium. Selon l'analyse de Fastmakers, le prix des spodumènes de lithium ont chuté de plus de 84% entre mars 2023 et mars 2024. En cause, notamment le ralentissement des ventes de véhicules électriques combiné à une production de batteries lithium-ion supérieure à la demande. Selon les données du cabinet d'études des marchés Romontion, les ventes mondiales des VE ont augmenté de 31% en 2023 contre une croissance de 60% en 2022. Cette situation peut avoir des conséquences
conséquences sur le développement de certains projets miniers. Selon Adam Megginson, un analyste cité par les médias INN, l'environnement de prix bas peut suspendre le projet coûteux dont les développements étaient fondés sur des prix élevés. Dans un scénario plus optimiste, la baisse des prix du lithium peut aussi réduire les revenus prévus par les compagnies affectant la part versée aux États. En Afrique, plusieurs pays ont vu le projet de lithium s'accélérer ces dernières années et pourraient être touchés par la baisse des prix. C'est le cas du Mali où le projet Goulamina et Bunguni devrait entrer en production cette année, mais aussi du Zimbabwe, premier producteur africain de lithium. Une autre façon de vous informer, c'est avec le journal paru dans la ville de Kinshasa ce mercredi 4 septembre. Place à la revue de presse. Bonsoir, bienvenue à cette revue de presse. Premier forum RDC-Chine et le drame de la prison de Makala, deux sujets qui ont dominé dans les colonnes des journaux parus ce mercredi. Qui a donné l'ordre s'interroge le journal La Référence Plus. Le rapport du gouvernement qui serait encore provisoire fait état de 129 personnes tuées et de plusieurs blessés alors que les femmes détenues au pavillon 9 avaient été violées. Parmi ces morts, 24 par balle et les dégâts matériels signalés selon la version livrée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le tout dans un chaos meurtrier et un flou qui pousse le commun des mortels congolais à vouloir connaître qui a donné l'ordre pour qu'on en arrive là, une question épineuse. Pour des autorités gouvernementales, poursuit le journal, tout aurait commencé de l'intérieur dans un pavillon surpeuplé, abritant des détenus particulièrement dangereux, des miliciens Mobondo et des membres de la Force du Progrès, un groupe proche de l'UDPS. Cette tragédie pose la problématique de désengorger et construire des nouvelles prisons. Selon le journal Le Quotidien, en effet, l'ex-prison de Makala, construite pour une capacité d'accueil de 1500 personnes, regorge à ce jour plus de 15 000 personnes. Et chaque semaine, les magistrats envoient des prisonniers. En marge du forum de coopération sino-congolais, la RDC a tenu son premier forum avec la Chine du 2 au 3 septembre dernier. Selon le journal Econews, ces 2 jours ont servi Kinshasa pour séduire le monde des affaires chinois. Le journal signale qu'en marge du forum économique Chine-Afrique qui s'ouvre ce mercredi 4 septembre à Beijing, le gouvernement congolais a consacré 2 jours de discussions intensives le 2 et 3 septembre pour séduire le monde des affaires chinois. Cet événement, marqué par la présence d'une forte délégation gouvernementale, reflète l'engagement de Kinshasa à renforcer ses relations économiques avec le géant asiatique. À cette occasion, Géopolis Hebdo revient sur l'intervention du ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum, qui a présenté les opportunités d'investissement qu'offre la RDC. Selon lui, le Congo-Kinshasa présente des atouts en termes de main-d'œuvre abondante et bon marché, diversité des matières premières, marché global intérieur de plus de 100 millions de consommateurs avec plus de 120 millions d'hectares de terres dont 80 millions arables favorables et 40 autres millions irrigables pour le développement de l'agro-industrie. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement central a apporté une aide financière aux 290 vendeurs victimes de l'incendie du marché de la Liberté, identifié ce mercredi. En croire Forum des As, les 290 victimes de l'incendie qui a consumé le pavillon 5 du marché de la Liberté dans la commune de Massina, la nuit du 24 au 25 août dernier, viennent de bénéficier en urgence d'une aide financière du gouvernement central. Celui-ci ne compte pas s'arrêter là car il a promis de réhabiliter cette partie de ce centre de négoce situé dans l'est de Kinshasa. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Ce journal est à la fin, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle plénière de la Cour constitutionnelle et rejette le propos du vice-ministre de la Justice qui accuse le magistrat d'être responsable de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Et à l'international, le Nigeria, qui est le premier marché de l'huile rouge, l'huile de palme, en Afrique, souhaite améliorer sa production pour réduire les importations.
Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi, madame, monsieur. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien.